Bonjour à tout le monde. Mon nom est Simona Brambatis. Je suis modératrice de la session des présentations qui suit. Donc, j'ai le plaisir d'introduire mon collègue et ami Karim Jarbi. Karim Jarbi est professeur agrégé, non, professeur titulaire, désolé, à l'Université de Montréal. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en neurosciences des systèmes en neuroimagerie cognitive. Il est chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Ses recherches visent à caractériser le rôle chimique du neuron actuel, visant à point, notamment l'imagerie cérébrale électromagnétique, le traitement avancé des signaux et l'apprentissage. Il est aussi membre du Montreal Institute for Learning Algorithms. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Karim. Il va présenter une présentation intitulée La caféine, sommeil et vieillissement, une exploration combinant EEG et intelligence artificielle. Merci. Merci Simona pour l'introduction. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Juste vérifier, est-ce que je peux contrôler ici le... Non, pas. Ça sera avec les flèches, j'imagine. Ok. Fait. Bon, bonjour à tous. Alors, je vais commencer par des remerciements très importants. Je suis vraiment très content de cette opportunité ici. Puis, je veux saluer le travail que les comités scientifiques du CRUM, Anna-Inès Anzaldo et Sven Joubert, mais aussi le comité organisateur non, scientifique au niveau de SNLF, ainsi que le comité organisateur du CRUGM. Je sais, ayant organisé beaucoup d'événements comme ça aussi dans le passé, je sais à quel point c'est beaucoup de travail. Donc, je suis sûr que vous allez être remerciés vers la fin, mais je voulais aussi en profiter ici pour vous remercier chaleureusement pour tout le travail qui était accompli pour ça. Je vais commencer par une reconnaissance du territoire autochtone. Je reconnais que nous nous retrouvons aujourd'hui tous ensemble sur un territoire autochtone qui est non cédé par voie de traité. Et je souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. J'exprime mon respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout du monde, autour du monde. Donc, je dirige le laboratoire qui s'appelle le COCO Lab. COCO, c'est pour laboratoire en neurosciences cognitives et computationnelles. En gros, qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire? Eh bien, on utilise des outils de pointe en neuroimagerie, comme la MEG, le G et occasionnellement aussi l'IRM fonctionnel, et ainsi que des outils de traitement du signal, de la neuroingénierie et de la science de la complexité, la science des réseaux, et des outils d'apprentissage machine, de la modélisation pour adresser un certain nombre de questions assez vastes. Ce qui nous intéresse ces derniers temps plus précisément sont les états modifiés de conscience. Ça inclut le sommeil, le rêve, la méditation, l'hypnose, l'effet des psychédéliques sur le cerveau. Mais on s'intéresse aussi également à la prise de décision. Depuis quelques années, beaucoup à la créativité, qu'elle soit créativité humaine ou créativité machine dans l'intelligence artificielle. Et on a plusieurs projets qui s'intéressent aux troubles psychiatriques en utilisant ces mêmes outils-là. Donc, ça donne une idée des personnes avec qui j'ai le plaisir de travailler au quotidien dans notre laboratoire. Et en gros, ce qu'on fait, c'est comme je disais tout à l'heure, on va mesurer l'activité cérébrale avec plusieurs types d'outils, comme le G ici. Et à partir de ces enregistrements-là, et avec l'utilisation de modèles qu'on va emprunter soit au domaine du traitement de signal en neuroingénierie ou alors l'apprentissage machine, on va se poser des questions en neurosciences cognitives, neurosciences des systèmes et en neurosciences cliniques. Donc, pour vous donner un exemple, comment ça se passe, on va mesurer l'activité cérébrale en MEG ou en EEG ou en EEG intracrânien en particulier. On va traiter le signal. On va utiliser des outils d'apprentissage machine pour décoder, classifier ou prédire un certain nombre de choses. Ce qui nous intéresse, comme je disais plus récemment, c'est la créativité, la prise de décision. On a des tâches de mémoire, l'état attentionnel des participants. On a des projets où on s'intéresse aux différents types de méditation et comment ça se reflète sur des activités cérébrales différentes. On s'intéresse au sommeil, au stade de sommeil. On a des projets comparant les grands rêveurs et les petits rêveurs. Ça, c'est un terme qui vient de Perrine Ruby, notre collaboratrice à Lyon. Des personnes qui se rappellent souvent de leurs rêves et d'autres qui se rappellent quasiment jamais de leurs rêves. On a des projets où on essaie d'identifier une espèce d'empreinte personnelle des participants à partir de leur activité cérébrale en utilisant l'apprentissage machine. Et comme je disais tout à l'heure, on s'intéresse beaucoup aux troubles neurologiques et psychiatriques. Donc, ce contexte global dans lequel s'articulent nos recherches, et plus particulièrement actuellement à Montréal,
Pour ceux d'entre vous aussi qui ne sont pas basés à Montréal, il y a un engouement important ici pour l'intelligence artificielle et l'interface avec les neurosciences. En gros, le cerveau qui va aller inspirer l'IA, donc c'est une IA inspirée par le cerveau, c'est vraiment la base, même le point de départ de l'IA. L'intelligence artificielle, l'idée, c'est d'essayer d'imiter une certaine forme d'intelligence biologique, mais il y a aussi le chemin inverse, comment est-ce que l'IA peut aider les recherches en neurosciences cognitives ou cliniques. Et là, on parle de neurocognition qui est boostée ou qui est renforcée par l'IA, et je vais vous en parler un tout petit peu plus de ça. Je vais prendre juste une petite minute pour vous parler du centre unique. Donc, unique, c'est pour Union Neurosciences et Intelligence Artificielle au Québec. Et donc, c'est un centre qui a été créé en 2019, donc à peu à peine 5 ans maintenant. Et donc, ça partait de l'observation qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits en intelligence artificielle ces 10 dernières années. Mais même malgré tout ça, on est encore très loin de l'intelligence humaine dans plusieurs domaines. Pour vous donner un exemple, la capacité de généraliser, c'est quelque chose que nos algorithmes les plus performants ne sont pas encore capables de faire, alors que des enfants, des jeunes bébés sont parfois capables d'apprendre à utiliser un outil un jour, puis le lendemain, ils vont utiliser l'outil d'une autre façon parce qu'ils ont généralisé quelque chose. Et ça a l'air très, très simple comme ça, mais beaucoup de nos algorithmes en IA les plus avancés ne sont pas capables de ce genre de choses. Donc, la mission du centre unique, c'est de promouvoir de nouvelles synergies entre les chercheurs, à la fois en IA et en neurosciences, et la communauté d'étudiantes autour, de comprendre l'intelligence biologique et l'intelligence machine à travers l'étude des principes communs. Quand on parle par exemple, de langage, il y a le langage chez les humains, mais aussi la façon dont les machines traitent le langage. On veut aussi avoir un leadership en recherche en neuro-IA au Québec et au niveau international. On veut former la nouvelle génération et répondre aux besoins de formation et de PHQ au Québec. Et important, on veut favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion en IA et en neurosciences. On sait que c'est un problème important. Donc l'idée, c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a un aller-retour entre les neurosciences et l'intelligence artificielle, les neuros pour l'IA et l'IA pour la neuro, mais ça donne aussi naissance à une nouvelle forme de domaine, quelque chose de plus hybride, qu'on appelle la neuro-IA. C'est une forme d'intégration entre les deux domaines. Maintenant, on ne parle plus de juste de la neuro pour l'IA ou l'IA pour la neuro, mais bel et bien d'un domaine émergent qu'on appelle la neuro-IA. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a actuellement 106 membres dans le centre unique qui viennent de différentes universités à travers le Québec. Vous pouvez les voir ici. Je vais passer très rapidement là-dessus. On a 4 axes de recherche avec 2 co-directeurs par axe de recherche que je ne citerai pas non plus ici. Et on a un bureau qui se réunit une fois par mois pour gérer les affaires courantes du centre unique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit tour sur unique.québec, c'est notre site web. Et on est aussi sur les réseaux sociaux, sur X/Twitter. Et ça, c'est pour ceux d'entre vous qui connaissent la conférence Main, Montréal AI and Neuroscience. On vient de décider il y a à peu près moins de 48 heures que cette année, ça sera entre 22 et 25 octobre 2024. Donc, ça va être annoncé bientôt, mais vous avez la primeur de l'annonce. OK. Donc, avant de rentrer, donc, vous parler de caféine, je me suis dit ça pourrait être sympathique de. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà familiers, vous connaissez l'apprentissage machine et l'IA, mais d'autres sont peut-être moins familiers. Et je trouve ça toujours utile de faire un crash course en 30 secondes. C'est quoi l'apprentissage machine, juste pour qu'on soit tous plus ou moins à la même page. Et vous allez être tous experts et expertes en IA dans 30 secondes, vous allez voir. Donc, le point de départ, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a eu une petite révolution il y a quelques années. C'est le fait que on a eu tout à coup accès à beaucoup de données. Donc, des données massives, ce qu'on appelle aussi le big data, et aussi la puissance de calcul est arrivée à maturité. Puis les deux ensemble, la puissance de calcul jumelée à des données massives, a donné une forme de renaissance à l'IA. Pourquoi je parle de renaissance? C'est parce que plusieurs de ces algorithmes-là, même des algorithmes en apprentissage profond, existaient depuis longtemps finalement. Mais ils n'étaient pas encore capables d'avoir un grand potentiel et un impact et de fonctionner correctement parce qu'il fallait beaucoup de données et il fallait beaucoup de puissance de calcul. Chose maintenant faite, on a accès à beaucoup de données, on a aussi une puissance de calcul qui le permet. Donc, on voit justement cette nouvelle révolution de l'intelligence artificielle. Donc, un point rapide sur la nomenclature, parce que ça aussi, c'est important. Certains d'entre vous, vous avez, il y a quelques années déjà, vu les nouvelles où on parle du fait que l'intelligence artificielle, et en particulier l'algorithme AlphaGo de Google DeepMind, a été capable de battre le meilleur joueur au monde du jeu de Go, c'est Lee Sedol, le coréen. Et en fait, quand c'est rapporté dans les infos ou dans les médias,
c'est pas très clair qu'est-ce qui a permis vraiment de battre le meilleur joueur au monde de Go. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est l'apprentissage machine? Est-ce que c'est l'apprentissage profond? Il y a un certain flou. Et en partie, le flou est là parce que les journalistes eux-mêmes sont un peu dans le flou sur c'est quoi la différence entre ces concepts-là. Donc, c'est un peu complexe. Donc, je vous propose ici juste une vision très simple pour remettre les choses à leur place. L'intelligence artificielle, c'est le terme le plus large dans les trois dont je vous parle ici. À l'intérieur du domaine de l'intelligence artificielle, qui lui a commencé dans les années 50, on va dire, il y a un sous-domaine qu'on appelle l'apprentissage machine. Donc, ça fait partie de l'intelligence artificielle. Typiquement, l'apprentissage machine, c'est ce qui existe dans votre logiciel de courriel qui va essayer de deviner qu'est-ce qui est du courriel ou du spam et qu'est-ce qui est un courriel important. Et à l'intérieur même de ce qu'on appelle l'apprentissage machine, il y a un sous-domaine qu'on appelle l'apprentissage profond. C'est une forme d'apprentissage machine, ce n'est pas la seule. Donc, pour les principes fondamentaux, encore une fois sur la nomenclature, on parle d'apprentissage automatique. C'est la même chose que de dire apprentissage statique. C'est la même chose en anglais que machine learning ou alors en français machine learning. Donc, pour définir les choses, c'est quoi l'apprentissage machine? En fait, c'est un algorithme qui va permettre d'apprendre des règles, mais apprendre les règles à partir des données. Donc, ça va inférer, ça va déduire les règles. On ne va pas donner à la machine les règles. Si ça se passe, tu vas faire ça. Si ça se passe, tu vas faire ça. Non. On va plutôt donner des données et l'algorithme va essayer d'induire, d'inférer c'est quoi les règles à partir des données. Donc, c'est tout ça. Et puis après, l'intérêt, c'est que la machine devrait être capable d'aller appliquer cette règle-là à des nouvelles données qu'elle n'a jamais vues auparavant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence par une phase d'apprentissage pour faire des prédictions. Et en général, les prédictions, il y a deux types de prédictions. Soit on va prédire, par exemple, une évolution. Ça peut être une évolution, par exemple, d'une maladie vers une neurodégénérescence. Mais aussi, on peut faire de la catégorisation ou de la classification des données, patients contrôle ou alors des sous-groupes de patients. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans beaucoup plus de détails sur différents types d'apprentissage, mais je vais prendre un exemple juste pour vous illustrer qu'en fait, ce n'est pas magique, ce n'est pas très compliqué au final. Vous allez voir, le principe général, c'est que j'ai des données d'entraînement que je vais utiliser pour créer un modèle ou un classificateur ici. Ensuite, j'arrive avec des données test que le modèle n'a jamais vues auparavant. Puis je vais voir c'est quoi les prédictions de mon modèle sur ces données-là. S'il était capable d'avoir de bonnes prédictions, c'est qu'il a quand même appris quelque chose à partir des données, que j'ai un modèle qui est utile. Donc, autrement dit, si on garde les choses simples, on va dire que j'ai deux catégories. Ce qu'on appelle une classification binaire. Admettons que je suis dans un système, par exemple, d'une nouvelle voiture qui veut mesurer l'activité cérébrale et être en mesure de identifier si le conducteur est dans un état distrait ou dans un état plutôt attentif. Donc là, on mesure l'activité cérébrale. On génère un vecteur d'attributs, ce qu'on appelle les features en anglais. On va faire une classification. On va dire, à ce moment-là, le conducteur est dans un état attentif ou distrait. Comment ça marche? Je vais aller plus rapidement ici. En fait, oubliez le texte à gauche. Ce qu'il nous faut, c'est une fonction de décision. L'algorithme va essayer de deviner une fonction de décision à partir de données d'apprentissage. Les données d'apprentissage, je vais lui montrer tout de suite. Admettons, c'est les boules jaunes et bleues que j'ai données à l'algorithme. Je dis là, ça va te permettre d'apprendre. Puis après, je vais arriver avec de nouvelles données pour voir si tu as appris quelque chose. Okay? Donc, imaginez pour une seconde que c'est vous l'algorithme là, puis on vous donne les points jaunes et les points bleus. Vous êtes un algorithme d'apprentissage machine qui va essayer d'apprendre une règle. Donc, si je vous dis, ben, essayez de me donner une règle ou une droite qui va peut-être faire la différence entre les deux conditions, attentif ou distrait, j'imagine que la majorité d'entre vous vont poser une droite comme ça, parce que ça coupe bien les données en deux. Okay. Donc là, ça, c'est votre fonction de décision que vous avez déduit des données. Je vous ai donné une seule information, c'est juste les labels, les annotations, en vous disant ça c'est jaune, ça c'est bleu, ça c'est une condition, ça c'est une autre, et vous avez tracé, comme l'algorithme le fait, une droite. Ensuite, vous allez voir ici qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est la phase de généralisation. Vous avez fait ça. Maintenant, j'arrive avec ce point rouge et je vous demande à vous, vous êtes l'algorithme. Alors, selon vous, est-ce que ça, c'est un label -1 ou un label 1? Est-ce que c'est bleu? Ça devrait être jaune. Et j'ose espérer que la majorité ici, vous allez dire que c'est bleu. En effet, l'algorithme va dire que c'est bleu. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais ça va être ça la prédiction de l'algorithme selon ce qu'il a appris. OK. Donc maintenant, c'était la fin de mon petit crash course en apprentissage machine. Vous êtes tous maintenant des experts
et vous allez comprendre tous les blagues des geeks de chercheurs en IA. Donc, pour terminer, pourquoi est-ce qu'on veut se servir de l'apprentissage machine en neurosciences? Premièrement, parce que les données, vous le savez tous et toutes, c'est des données multidimensionnelles et complexes. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle la fouille des données, ou en anglais du data mining, à travers l'intelligence artificielle. Ça nous permet d'identifier des marqueurs. Et finalement, ça permet aussi de faire de la modélisation du traitement de l'information. Ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec les réseaux de neurones artificiels. Je vais boire une petite gorgée d'eau, puis on va passer à la caféine. OK, on va maintenant parler de caféine et son effet sur le cerveau endormi. Et quelque part, ça, c'est un exemple de projet dans lequel, justement, on avait accès à des données EEG en collaboration avec Julie Carrier et à la fois les outils d'apprentissage machine. Et puis, on a essayé d'utiliser l'apprentissage machine ou l'IA comme un outil d'exploration de données cérébrales en EEG pour voir l'effet de la caféine sur le cerveau et en particulier aussi l'influence de l'âge là-dedans. Donc, caféine, sommeil et vieillissement. Et comme j'ai dit, ça, c'est une collaboration avec Julie Carrier et l'étudiant qui a mené les analyses, c'est Philippe Tolkien. Donc, vous savez tous que la caféine est une substance psychoactive. C'est celle qui est la plus répandue, la plus consommée au monde, parce qu'on la trouve dans plein de produits, pas juste dans le café, bien entendu. Mais malgré des progrès très importants, on sait toujours peu de choses sur la façon dont elle affecte notre cerveau, particulièrement pendant le sommeil. Donc, l'objectif de l'étude ici, c'était d'examiner l'effet de l'ingestion de la caféine euh, sur le cerveau pendant le sommeil et aussi voir s'il y aurait éventuellement ou pas un effet de l'âge. Et en particulier, on s'est intéressé à des mesures de complexité et de criticalité cérébrale de l'EEG. Donc, les enregistrements, il y avait soit la caféine, soit le placebo. Ça nous a donné accès à des données que je vais vous montrer ici, quelques analyses qu'on a pu faire. Donc, l'article a été soumis il y a quelques temps. Ce que vous voyez ici, c'est les topographies obtenues avec l'EEG dans différentes bandes de fréquences. Certains d'entre vous, vous connaissez ce type d'analyse-là. On regarde les bandes de fréquences qui commencent de delta, theta, alpha, sigma et bêta. Et on compare euh, l'activité cérébrale en EEG sous caféine versus sous placebo. Donc, c'était juste des pilules de lactose, il n'y a rien dedans. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même dans certaines bandes de fréquences des petites différences qu'on voit ici. La première colonne, c'est les résultats avec les tests T. Ensuite, ce que vous voyez, SVM et LDA, ça c'est typiquement deux types d'algorithmes de classification en apprentissage machine. Et vous voyez ici les résultats en non-REM et en REM. Et on voit qu'il y a plus d'effets dans le non-REM. Et les effets les plus importants, on les retrouve dans la bande bêta. Euh, Maintenant, on a des résultats ici qui sont légèrement différents. Ce que je vais vous montrer, c'était l'analyse principale en regardant les bandes de puissance. Mais ce qu'on peut faire aussi, ça c'est quelque chose, certains d'entre vous le font déjà, j'imagine, c'est d'aller regarder la bande d'analyse spectrale, mais corrigée par la pente de 1 sur F, donc ce qu'on appelle le 1 over F spectral exponent. Et donc là, on va regarder parce qu'il a été montré que beaucoup d'analyses qu'on a pu faire dans le passé ne prenaient pas en compte le fait qu'il y a une pente dans le spectre des signaux EEG ou MEG. Donc, si on corrige pour cette pente-là, on trouve des résultats différents. Et ce que vous voyez sur les deux colonnes à chaque fois, que ce soit en REM ou en non-REM, la première colonne, c'est quand c'est corrigé, et la deuxième, c'est non corrigé. Et c'est pas compliqué, juste le message que je vais vous transmettre ici, c'est que quand on corrige pour le 1 sur F, donc la première colonne, on a des résultats plus intéressants que dans la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est typiquement le type de résultat qu'on a pu obtenir avec ce même type de jeu de données dans le passé parce qu'on ne corrigeait pas par cette pente du 1 sur F. Donc, premier message, c'est important de corriger. Et là, tout à coup, on voit émerger des effets beaucoup plus intéressants ou beaucoup plus forts qui sont maintenant significatifs suite à la correction. L'autre chose, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui nous intéressait particulièrement ici, c'était la complexité de l'activité cérébrale sous caféine pendant le sommeil. Ce qu'on peut voir ici, c'est que quand on s'intéresse à les mesures qu'on a ici, c'est l'entropie spectrale, sample entropy ou spectral sample entropy, l'impulsive complexity, scaling exponent et la composante apériodique. Toutes ces mesures-là, juste pour faire une petite parenthèse, toutes ces mesures-là sont des mesures qui vont mesurer soit la complexité du signal cérébral, soit à quel point c'est similaire à un système critique, à quel point il est proche d'un point critique. Donc, c'est des mesures
qui vont au-delà de la quantification, par exemple, des bandes de puissance ou des réponses ERP, qui sont tout aussi intéressantes aussi. Mais là, ça ouvre une nouvelle fenêtre parce qu'on s'intéresse aux propriétés de systèmes dynamiques d'un réseau, en l'occurrence ici l'activité EEG. Et la première chose qu'on voit, toute la partie rouge que vous voyez en haut, donc les quatre premières lignes que vous voyez là, montrent une augmentation de la complexité de l'activité cérébrale sous caféine comparée à du placebo. Donc ça, c'est pour le non-REM. Et ensuite, pour les deux autres mesures, ici, c'est une baisse, mais on va revenir à ça tout à l'heure. Euh, on a quelque chose d'intéressant, mais beaucoup moins prominent, beaucoup moins fort pendant le sommeil REM. Donc, encore une fois, un message important ici pour nous, c'était de voir qu'en effet, une des choses que la caféine fait au cerveau, c'est d'augmenter la complexité de l'activité cérébrale et le rapprocher d'un point critique. Et que ça, c'est particulièrement clair en non-REM et pas aussi évident pendant le sommeil REM. Alors, juste avant de vous décrire ces résultats-là, je vais revenir sur un point que j'ai présenté au début en parlant de l'intérêt d'utiliser l'apprentissage machine quand je vais analyser des données en neurosciences cognitives, en EEG en particulier. C'est qu'il y a des outils qui nous viennent de l'IA qui sont vraiment très utiles et pratiques, comme par exemple ce qu'on appelle l'analyse de l'importance des attributs ou feature importance. Là, vous donnez plein d'attributs, ok? Parce que vous n'êtes pas sûr qu'est-ce qui est vraiment le plus utile. Alors, vous allez extraire beaucoup d'attributs de vos données. Vous allez peut-être avoir 100, 200, 300 ou même plus attributs. Et vous allez donner ça à votre algorithme de classification pour essayer de voir si on va pouvoir classifier, par exemple ici, placebo versus caféine. Okay. Une fois que vous faites ça, que vous trouvez que vous avez un classifieur qui vous donne un bon 85% d'acuité de décodage entre les deux, vu que vous êtes là parce que ce qui vous intéresse, c'est le fonctionnement cérébral et vous voulez savoir plus comment l'algorithme a fait, parce que ça, c'est une autre question, on pourra parler de ça plus tard, l'approche black box, c'est le fait que l'apprentissage profond en particulier, beaucoup de gens disent, bah, ça va peut-être me classifier, mais si ça ne me dit pas ce qui était différent dans les cerveaux, ça m'apporte peu finalement. Moi, ce que je veux faire, je veux comprendre le cerveau. Donc ici, une des choses qu'on peut faire, c'est on peut, une fois qu'on a une bonne classification, on va pouvoir visualiser la contribution de tous les attributs que j'ai inclus dans mon analyse à cette bonne classification-là et voir quels sont les attributs qui étaient les plus pertinents pour classifier ici les deux conditions, donc placebo versus caféine. Et donc, code couleur nous indique le type d'attribut. Et comme vous voyez, ce qui est dominant, ce qui est beaucoup plus utile pour notre classifieur, semble être les mesures de complexité. Autrement dit, ça nous dit que c'est vraiment la complexité cérébrale qui change le plus entre ces deux états-là, dormir après un café ou après l'effet du placebo. Maintenant, j'ai promis de parler aussi de l'effet de l'âge. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui intéressait aussi beaucoup Julie. Ce qu'on avait dit ici, c'est qu'on va regarder deux groupes. Donc là, on a différencié notre population en deux. Le premier, ils sont entre 20 et 27, ensuite entre 41 et 58. Et là, quand on fait ça, on voit que l'effet que je vous montrais au début, donc ça c'est la première colonne qui regroupait tout le monde, finalement, il est beaucoup plus clair et beaucoup plus présent chez les groupes de 20 à 27 ans. Et on le voit, enfin, c'est moins visible, voire pas du tout, dans les participants un peu plus âgés. Donc ça a soulevé quelques questionnements. Alors, pour le non-REM, je vous montre aussi, on a quelque chose d'un peu similaire. On n'a quasiment plus rien dans le groupe plus âgé. Et donc là, une question qui s'est posée, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que j'ai cette différence d'âge sur ces résultats-là? Sachant que, encore une fois, c'est des mesures de complexité et puis des changements de la pente du spectre. Donc, on pourra peut-être en discuter plus en détail après, mais je peux vous dire déjà, une de nos hypothèses, c'est qu'on sait qu'il y a l'effet du vieillissement sur ces paramètres-là déjà, indépendamment avec café ou pas de café. À travers le vieillissement, l'activité cérébrale devient plus complexe et aussi on a une baisse de ces pentes par rapport à les mesures que vous voyez à la fin, la slope et le scaling exponent en DF1. Autrement dit, peut-être que les participants plus âgés, leur cerveau est déjà s'est approché d'un plateau par rapport à ces changements-là et que la caféine ne bouge plus ça tant que ça finalement, mais l'effet il est beaucoup plus clair dans le cerveau des plus jeunes. Donc, c'est quoi le lien avec l'équilibre excitation-inhibition de nos résultats? Vous savez que la caféine est un antagoniste de l'adénosine.
L'adénosine, elle, est un neurotransmetteur inhibiteur. Donc, si vous avez quelque chose qui est antagoniste à ça, c'est ça qui va gérer l'excitation. Donc, il y a moins d'inhibition dans le cerveau, plus d'excitation. Donc, la caféine va déclencher une augmentation du ratio excitation-inhibition par la réduction de l'inhibition. Et donc, l'idée, c'est que l'aplatissement, donc les parties en bleu que je vous montrais, donc la baisse qu'on a de la pente du spectre, eh bien ça représente probablement justement l'augmentation du ratio excitation-inhibition dans le cerveau pendant le sommeil causé par la caféine. Donc, je vais vous résumer maintenant les résultats de l'étude caféine, sommeil, vieillissement. On a trouvé que l'ingestion de caféine va augmenter la complexité, l'entropie EEG pendant le sommeil, en particulier dans le sommeil non REM. La caféine augmente la complexité qu'on appelle l'impulsive complexity, et modifie les dynamiques critiques dans le cerveau endormi. Enfin, l'excitation neuronale qui est induite par la caféine est associée à un déplacement vers un point critique. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans la notion de criticalité, mais je serais ravi de vous en parler après si vous avez des questions. Et pour terminer, on a trouvé en effet des différences liées à l'âge dans l'impact de la caféine sur le cerveau endormi. Et en plus de ça, quelque chose qui n'est pas nécessairement très important, mais qui nous a intéressé, le premier résultat que je vous ai montré, les changements de bande de puissance, on a trouvé quelque chose qui n'était pas visible avant, quand on n'avait pas corrigé pour le fameux 1 sur F. Donc cette correction pour le 1 sur F fait aussi qu'on est capable d'aller chercher dans les résultats des choses sur les mêmes analyses, sur les mêmes données avant qui n'étaient pas présentes, mais qui nous permettent une mise à jour éventuellement des choses qu'on peut dire de ces données-là. Donc, sur ce, je vais remercier Philippe Tolke qui a fait ces analyses-là et ma collaboratrice, Dr. Julie Carrier, et les sources de financement. Et pour finir, je veux juste, ça c'est surtout intéressant, je pense, pour les personnes d'entre vous qui sont au QGM et qui sont dans l'écosystème à Montréal, vous annoncer qu'on est en train de mettre en place une plateforme qu'on appelle la Neurotech ici à l'UNF. Globalement, ça donne accès à des enregistrements EEG, en particulier de l'EEG mobile, combiné avec la réalité virtuelle, et avec des opportunités aussi de faire des jeux vidéo sous enregistrement. On est en train d'augmenter les outils auxquels on a accès et puis le service qu'on va pouvoir offrir aux utilisateurs. Donc, c'est en démarrage. Donc, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de prendre soit contact avec moi. Je vois que c'est coupé, mais en dessous, il y a aussi Yann Arel qui travaille avec moi aussi sur cette plateforme-là. Et donc, sans plus tarder, je vais vous remercier pour votre attention et je serai heureux de prendre quelques questions. Merci. Cette présentation, j'ai trouvé extrêmement claire, en donner la complexité. J'ai une question par rapport à ce que tu as pensé de l'interprétation, jusqu'à comment dire, comportementale et clinique de ces données. Est-ce que ça veut dire que le cerveau se repose moins sous caféine? Est-ce que ça veut dire que, au contraire, on devient peut-être, on peut explorer plus de choses sous caféine en dormant? Est-ce que ça veut dire qu'en vieillissant, on peut prendre plus de café sans avoir d'inquiétude? C'est ce que je vais faire. C'est ce que je me dis. Non, j'ai fait juste l'étude pour avoir raison, pour pouvoir prendre café tout le temps. Si j'ai manipulé les données, non, c'est pas vrai. Non, très très bonne question. Moi, je pense que oui, ça interfère avec le sommeil. Le fait que ça augmente la complexité pendant la nuit, en particulier pendant la partie non REM, ça va avoir une incidence sur l'effet, peut-être des choses comme la consolidation de la mémoire, l'effet reposant du sommeil, parce que ça vient perturber. Ça, en fait, on sait que la partie REM est plus proche en termes de complexité de l'éveil que la partie non REM. Donc là, ce qu'on fait avec le caféine, c'est que aussi la partie non REM, elle aussi s'approche d'un cerveau à l'état d'éveil parce qu'il y a plus d'excitation. Et donc, d'un point de vue très intuitif, sans être expert dans le domaine, je dirais que je penserais que ce ne serait pas une bonne chose d'altérer ça. Après, est-ce que ça affecte moins les cerveaux des plus jeunes? C'est ce que nos données montrent. Non, plus les cerveaux des plus jeunes, c'est ce que nos données montrent. On a une hypothèse que j'ai mise tout à l'heure, mais il y a peut-être d'autres explications. Ça ne vaudrait pas la peine de combiner ça avec des données, avec des données de questionnaires de sommeil, etc. Enfin, je ne sais pas parler à table.
Oui, bah, justement, on a eu cette question avec Julie qui était étonnée parce que les personnes qui se plaignent plus de la qualité de sommeil étant altérée, c'est plus le deuxième groupe que les plus jeunes. Mais là, ça ouvre d'autres questions. C'est pourquoi est-ce que les plaintes sont liées vraiment à une interaction objective qui est différente dans les deux, ou est-ce qu'il y a un groupe qui va se plaindre plus que l'autre? Est-ce qu'il y a un groupe qui s'en fout un peu plus de la qualité de son sommeil, puis après ça devient plus important, et donc du coup on va faire beaucoup plus apporter attention à notre qualité de sommeil? Est-ce que les personnes plus âgées se plaignent plus que les personnes plus jeunes? Je ne sais pas. Mais... Merci Karim, c'est un sujet qui m'intéresse évidemment. Dans ces données. Moi, j'avais deux questions. Premièrement, est-ce que tu as regardé si cette information de complexité est aussi présente à l'EGDNA, les logos, pour savoir si c'est vraiment spécifique d'une oreille ou si on trouve aussi dans la vigilance. Et deuxièmement, comme vous savez tous, on n'est pas tous sensibles à la copie de la même façon. Qu'est-ce que le plan comportement? Est-ce que vous avez regardé s'il y avait une variabilité de réponse dans notre G de sommeil et si cette variabilité de réponse à G pouvait prédire peut-être cette sensibilité à la caféine? C'est aussi une question intéressante. Si ça peut expliquer une partie de cette variabilité interindividuelle dans ce moment. Merci pour ces deux questions. Ce sont toutes de très, très bonnes questions. Premièrement, c'est sûr que si on pouvait refaire, si, peut-être qu'on va refaire une étude comme ça dans le futur, on essaierait d'avoir aussi assez de données pendant l'éveil de ces participants-là. Là, la partie éveil, elle est vraiment très, très courte. Donc, on n'a pas assez de données. Puis en plus, parfois, c'est un éveil qui commence à se mélanger avec du sommeil N1. Donc, c'est compliqué. Euh, donc, on n'a pas assez de données pour voir c'est quoi la différence à travers les participants au niveau de la base. Mais ce qu'on sait, selon la littérature, de toute façon, c'est qu'avec le vieillissement, il y a un changement de ces paramètres-là. Donc, bah, c'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure, le groupe plus âgé, on sait qu'il y a déjà un changement de 1 sur F qui est là par défaut par l'âge, et que donc, du coup, peut-être ça explique pourquoi il n'y a pas encore beaucoup plus de changements qui surviennent suite à l'ingestion de la caféine, et que ce n'est pas le cas pour le groupe plus jeune. Donc, après, pour la différence interindividuelle, typiquement, oui, si on refaire une étude, je pense qu'on va essayer d'avoir plus de données sur peut-être la phénoménologie, puis les rapports individuels de comment la caféine les affecte. Je vais quand même reposer la question à Julie parce que peut-être qu'elle a des données là-dessus qu'on n'a pas regardées, puis ça serait très intéressant. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, elle était très intéressante. Moi, je voulais savoir si vous avez contrôlé par le plan de hasard la consommation quotidienne de café des personnes et l'âge à laquelle elles ont commencé. Savoir si c'était par un effet d'habituation, par exemple, de la substance caféine dans le cerveau. On observe clairement cet effet de l'âge. Très bonne question. Donc, on peut très bien imaginer que le groupe plus âgé, par exemple, ils ont eu plus d'années où ils ont pu prendre la caféine. Donc là, il faudrait trouver un groupe qui n'a jamais pris de café. Bon courage pour aller trouver cela. Mais c'est vrai que ça serait idéal. Si on peut trouver un groupe du même nombre qui n'ont jamais pris de café, puis qui démographiquement ça match avec tout le reste, il faudrait regarder les données pour voir. Il y avait une deuxième partie de la question, à part le nombre d'années, c'était... Vous avez contrôlé sur le nombre de café consommé par Ah, jour. par jour. Euh, je suis assez sûr que c'était un critère que dans le recrutement des participants à la création de groupes qui a été vu. Je n'ai pas les chiffres ici, mais je suis assez confiant que ça a été testé. C'est parfait. Merci beaucoup, Karine. Merci.